Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Top 5 d'entreprises de qualité qui mériteraient une attention particulière au prix actuel. Donc, toutes les entreprises qu'on va citer ici aujourd'hui sont éligibles au PEA. Ça veut dire ceci, ok? Donc, c'est uniquement des entreprises qu'on a eu étudiées ici sur le plan quantitatif et qui ont des chiffres qui nous plaisent, d'accord? Donc, quand on se base sur les chiffres pour acheter une entreprise, on a 50% de l'histoire. L'autre 50%, c'est l'aspect qualitatif. Donc, les top 5 ici, la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne, c'était généralement pour faire des top 5. Vous pouvez voir que la première vidéo que j'ai créée ici, comme je vous l'ai dit, c'était pour faire des tops, d'accord? Notamment, elle est juste ici en haut. Donc, c'était pour faire des tops, ok? Mais aujourd'hui, de fil en aiguille, c'est devenu autre chose. Donc, pour arranger cela, j'ai décidé de faire ceci. Premièrement, toutes les entreprises que je vais présenter ici ont déjà été étudiées sur cette chaîne-ci. OK? Et en supplément de ça, j'ai une autre chaîne que j'ai appelée Top de Top Invest, où je vais uniquement mettre des tops. Ne vous inquiétez pas. Sur cette chaîne-là, vous aurez uniquement des tops et en maximum 8 vidéos par mois. Et quand je dis 8 vidéos, c'est parce qu'il y a énormément d'entreprises sous-évaluées, donc, ou bien des entreprises intéressantes. Donc, je ferai PEA et CTO ou bien entreprises internationales hors PEA, juste pour faire comme ça. Donc, ça sera un maximum de 8. Donc, je peux juste faire 4 ou bien, en tout cas, pas plus que 8 de toutes les façons. OK? Donc, c'est ce que je vais uniquement mettre sur cette chaîne-ci, d'accord? Donc, Top de Top Invest, ça sera uniquement pour des tops. Il n'y a aucune demande dessus, c'est moi qui choisis. Je les pose là et ça vit comme ça vit, ok? Si vous voulez avoir plus d'informations sur les entreprises, vous allez sur la chaîne Top Invest. Donc, les deux seront reliés. Et ici, vous allez voir qu'il y a 2 vidéos. Les 2 vidéos en question, il y a une vidéo qui date d'il y a 7 ans. Donc, ma première vidéo YouTube date d'il y a 7 ans. Ok, on parlait déjà de bourse. On parlait de 2 entreprises ici qui n'ont pas été des succès, mais sur lesquels j'ai appris énormément. D'accord? On parlera de ça un jour. Donc, vous avez déjà 2 vidéos sur cette chaîne-là. Allez voir, vous allez voir, voilà ma tête. Donc, j'ai toujours la même tête de con aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne savent pas à quoi je ressemble derrière le micro, c'est à ça que je ressemble. Donc, je n'ai pas trop changé entre-temps. Un peu de barbe, un peu de cheveux blancs, mais c'est assez correct ici. Donc, sur cette chaîne, je vais juste rajouter des tops, donc je ne vais pas supprimer les premières vidéos, elles sont juste là comme ça, donc à la fin de la journée. Si ça vous intéresse d'aller regarder, de rigoler un tout petit peu, n'hésitez pas à vous foutre de ma gueule, hein, en commentaire surtout, donc ça sera une bonne chose ici, d'accord? Donc, c'est juste un petit plus ici. Donc ici, on va parler de 5 entreprises qui, moi, m'intéressent au prix actuel, d'accord? Donc, les entreprises qui mériteraient peut-être avoir une attention particulière au prix actuel. C'est toutes des entreprises qu'on a eu à étudier sur cette chaîne-ci. Donc, la première entreprise ici sur la liste, c'est Essilor Luxottica. Donc, quand on fait Essilor, et quand je parle d'Essilor Luxottica, c'est tout ce que vous avez à faire, c'est mettre Essilor, d'accord? Vous allez peut-être mettre à côté Top Invest. Donc, dépendamment du nom de l'entreprise, faites juste ça, Essilor, vous mettez Top Invest, et je pense qu'on va tomber sur une vidéo sur laquelle j'ai parlé d'Essilor Luxottica, c'est celle-ci. D'accord? Donc, au prix actuel, je pense que notre compagnie pourrait être une entreprise intéressante. Surtout, on arrive pour faire bêtement, hein, on arrive dans un environnement où on utilise de plus en plus des ordinateurs, des téléphones, et ça affecte négativement la vue. En tout cas, à long terme, il y a des risques que mais il y a des risques qu'il y ait de plus en plus de personnes qui aient besoin de verres correcteurs, d'accord? Ça peut également être juste pour le fun. Donc, vous allez voir ici que Essilor détient des marques comme, c'est un peu comme un Interparfum, mais pour le domaine des lunettes. Mais attention, elle ne fait pas que ça. C'est un peu plus approfondi que ça, d'accord? Elle est très spécialisée dans le domaine, je pense qu'on appelle ça domaine ophtalmique, si je ne me trompe pas, d'accord? Donc, vous allez voir ici, par exemple, elle détient la marque Ray-Ban. Et ça serait intéressant d'aller voir comment est-ce qu'elle a réussi à faire ce qu'on appelle un turnaround sur Ray-Ban. Donc, vous avez ici, tapez juste Ray-Ban Turnaround Story et vous allez juste aller voir comment est-ce que Luxottica, en rachetant Ray-Ban, a permis à Ray-Ban d'être aujourd'hui représenté 5% de la majorité des montures, des lunettes vendues dans le monde. Donc Ray-Ban à peu près est l'une des plus grosses marques dans ce domaine-là, au point où ça représente près de 30% ici du revenu de cette entreprise-ci. Donc attention, c'est une belle entreprise et ce qui me plaît ici, c'est qu'ils ont comment on dit ça? Ils ont un mindset accès qualité, d'accord? Ce serait très intéressant de lire ici, c'est la façon dont ils ont réussi à faire à ce que Ray-Ban revienne sur le devant de la scène, parce que Ray-Ban ici était vendu partout et n'importe où. Donc, par exemple, l'une des premières mesures qu'ils ont fait, c'est uniquement de vendre Ray-Ban, la marque Ray-Ban, dans des magasins spécialisés je dirais pas de haute classe, mais voilà,
Avant, on pouvait trouver Ray-Ban dans les pharmacies du coin. OK? Donc, quand je dis les pharmacies. Aujourd'hui, pour avoir des Ray-Ban, il faut aller dans les magasins spécialisés. Donc, vraiment, chez des ophtalmologues. D'accord? Ce genre de choses-là. OK? Ça, c'est un exemple comme ça. Donc, ça pourrait être une entreprise intéressante au prix actuel. OK? Et je sais que parfois, l'aspect qualitatif peut vous déranger. D'accord? Quand on parle ici, la plupart des gens, quand on fait une analyse fondamentale, ils se disent que non, on doit rester uniquement au niveau des chiffres. Les chiffres sont bien, mais c'est 50% du message. Mais quand vous allez lire les rapports financiers, il faut savoir quel genre de questions vous allez poser. Donc, j'ai peut-être un livre pour vous ici qui pourrait être intéressant. Donc, le livre ici s'appelle... voici le nom du livre. Donc, c'est en anglais, excusez-moi, mais la plupart des meilleurs livres sont en anglais. Ils n'ont pas encore été traduits, je ne sais pas pourquoi, mais... Voilà, c'est un livre en anglais, je n'ai pas le choix que de vous le présenter, mais c'est un excellent livre. Le livre s'appelle The Investment Checklist, The Art of Depth Research, donc mon anglais n'est pas correct, donc l'art de la recherche approfondie, on peut le dire comme ça, donc de Michael Chern. Et ce que j'aime sur ce livre-ci, c'est que dans le livre, en fait, il y a une checklist, d'accord? Vous allez voir ici la checklist du livre, on va juste mettre ici par partie, donc checklist. Donc la checklist du livre ici, vous pouvez aller constater, on va juste mettre ça. Donc je vais aller mettre sur la checklist du livre juste pour aller vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. OK. Par exemple, on va faire juste une petite pause. OK. Donc, ici, quand vous prenez cette entreprise, le premier point, c'est Understanding the Business, the Basics. Donc, c'est-à-dire que comprendre l'entreprise, les bases. Première question. Donc, c'est vraiment une checklist. Do I want to spend a lot of time learning about the business? Est-ce que je veux passer assez de temps pour pouvoir apprendre plus sur l'entreprise, pour dire comme ça. C'est-à-dire que si une entreprise ne m'intéresse pas déjà à la base, je ne vais pas me forcer à le faire. Ça, c'est la première chose. Ne vous forcez pas à essayer de comprendre une entreprise qui ne vous plaît pas déjà de prime abord. Par exemple, moi, les compagnies pharmaceutiques, je ne les aime juste pas. Donc, je ne vais pas essayer de vouloir comprendre ce que l'entreprise fait parce que ça ne m'intéresse juste pas. Les banques également, ça ne m'intéresse juste pas. OK? Je suis comme ça. OK? Donc, déjà, c'est éliminer cette entreprise-là, c'est ou bien ce segment d'activité ou bien ce secteur. D'accord? Donc, deuxièmement, how will you evaluate this business if you were to become its CEO? Donc, comment est-ce que vous allez évaluer cette entreprise si vous en devenez le PDG? D'accord? Si vous devenez le PDG de LVMH aujourd'hui, comment est-ce que vous allez évaluer cette entreprise? Pour essayer de la comprendre. Comment est-ce que vous allez le faire? OK? Voilà une question. Mettez-vous dans les chaussures de Bernard Arnault et essayez de comprendre cette entreprise. OK? Can you describe how the business operates in your own words? Est-ce que vous pouvez décrire comment est-ce que l'entreprise fonctionne ou bien opère en vos propres termes, en vos propres mots? Par exemple, Exilor Luxottica, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des lunettes. OK? Quel type de lunettes? Ils vendent des lunettes grand public, mais également ils sont spécialisés dans le domaine ophtalmique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vendent des verres correcteurs. D'accord? Ils vendent également des instruments. Ils vendent également des lentilles de contact. D'accord? Comment est-ce qu'ils distribuent ce produit-là? Donc, voilà des questions que vous vous posez. La quatrième question aussi, c'est how does the business make money? Comment est-ce qu'ils font de l'argent? Est-ce que Essilor fait de l'argent avec des contrats? Est-ce qu'ils vendent au détail? Est-ce qu'ils vendent en gros? Comment est-ce qu'ils font de l'argent? How has the business evolved over the time? Comment est-ce que le business a évolué avec le temps? L'historique d'une entreprise est très important. Là, c'est l'ADN d'une entreprise. Par exemple, la personne qui vous parle ici aujourd'hui, vous ne savez pas qui il est. La plupart du temps, on me pose souvent la question, mais tu es qui? Tu viens d'où? Explique-nous un peu ton parcours. Comment tu es arrivé là? Parce qu'à la fin de la journée, c'est important pour vous. Et ne vous inquiétez pas, je répondrai à cette question-là. Parfois, j'ai souvent répondu à cette question-là, mais je vais y répondre dans une vidéo spécialisée. OK? Sachez juste que je suis monsieur tout le monde. Je n'ai pas fait d'études spécialisées en finance ni quoi que ce soit, mais je me passionne pour la chose. D'accord? Je me passionne et j'essaye d'apprendre en plus pour la chose. Donc, c'est la même chose pour un business. Vous devez comprendre d'où provient l'entreprise. Quel est son ADN? Est-ce que c'est par acquisition? Est-ce qu'elle a fait une croissance est-ce qu'elle fait beaucoup plus de croissance par acquisition? Est-ce qu'elle a un objectif principal? Donc, vous devez savoir d'où elle vient. D'accord? Est-ce que c'est une entreprise qui était une pétrolière avant, qui est devenue un vendeur de pneus? C'est un exemple. Il y a des entreprises comme ça. D'accord? Donc, on continue. Une autre question ici, c'est... In what foreign market does the business operate and what are the risks of operating in this country? Bonne question. Dans quel marché étranger cette entreprise opère? Géographie d'opération et quels sont les risques d'opération dans ces entités-là? Par exemple, vous allez prendre quand vous allez arriver sur la chaîne Top de Top Invest, vous allez remarquer que la vidéo sur Oi Brasil, d'accord, qui est celle-ci. Donc, la vidéo sur Oi Brasil, j'ai fait une erreur monumentale sur cette vidéo-là, ok? Dans le sens où
Elle opère au Brésil. Et je n'ai aucune connaissance dans ce segment d'activité. Je n'ai aucune connaissance sur les compagnies de télécom au Brésil. Allez écoutez ce que je dis. Je pense que j'avais essayé de faire des recherches dessus, mais il y a des choses que je n'ai pas juste vues. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas gagné d'argent dessus. OK? Donc, c'est important de connaître la géographie d'opération et surtout vos limites. Ruby, par exemple, sa géographie d'opération, elle fait plus d'argent à l'extérieur de la France, en l'extérieur de l'Europe. Et c'est également un risque pour elle d'investir dans les pays en voie de développement. D'accord? Notamment avec le risque politique, ce genre de choses-là, les taux de change, etc. Mais si vous lisez les rapports financiers de cette compagnie, vous voyez qu'elle se protège au maximum par rapport à ce risque-là et qu'elle est même indispensable dans ces pays-là. Par rapport à des choses comme, par exemple, le gaz. Le gaz, par exemple, ici en Europe, vous pensez que le gaz, vous ouvrez juste vos réchauds à gaz et ça coule, d'accord? Quand ça coule et ça sort. Nous, c'est pas comme ça. Je vais acheter ma bouteille de gaz et je viens la brancher sur mon réchaud à gaz pour pouvoir préparer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme ça que ça fonctionne chez nous. Et ce n'est pas prêt de changer, notamment parce que l'infrastructure en place coûterait énormément cher. Donc, à la fin de la journée, on essaye de faire autrement pour pouvoir avoir à peu près le même résultat. Donc, chaque mois, on doit changer la bouteille de gaz. Donc, venant de ces pays-là, je peux voir à peu près comment est-ce que Ruby opère dans ce petit segment-là, mais qui est indispensable. D'accord? Donc, ça, c'est peut-être une partie. Donc, ce livre-ci, il est bien. Je pourrais faire une vidéo dessus, mais vous voyez que voilà des questions d'analyse qualitative. Parce que l'analyse fondamentale, c'est le quantitatif et le qualitatif. Ce n'est pas juste le quantitatif. D'accord? Quand vous vous limitez uniquement aux chiffres, vous n'êtes pas en train de faire une analyse fondamentale. Vous faites une analyse fondamentale quantitative. C'est uniquement ce que je fais ici. Donc, c'est pour ça que j'ai souvent du mal à l'appeler une analyse fondamentale. C'est une analyse des chiffres. OK? Parce que les chiffres, il faut leur donner vie. D'accord? Si je ne sais pas qu'une entreprise qui me plaît ici aujourd'hui, qui a des marges bénéficiaires de 40%, opère majoritairement en Russie, comment est-ce que je vais pouvoir apprécier le risque si je me rends compte qu'aujourd'hui, la Russie attaque l'Ukraine et qu'on n'a que de blacklister la Russie de partout? Je vais juste me rendre compte que le prix de mes actions a chuté parce que ceux qui lisent savaient déjà cela. Et ça peut également être un risque pour vous d'investir, de trop investir dans cette compagnie. Imaginez que vous avez mis un gros partie de votre pourcentage, de votre portefeuille dessus. Donc, voilà des questions que vous pouvez vous poser. On fera peut-être une vidéo sur cette checklist-là. Donc, la checklist est assez longue. Et ce qui est bien dessus, par rapport à cette partie-ci, de Basics, donc, vous allez voir ici que sur ce chapitre 2, on parle uniquement de ça. D'accord? Donc, il vous dit comment est-ce que vous pouvez faire pour recouper cette information. Donc, do I want to spend a lot of time to learning about the business? Il vous dit quels sont les pour et les contre. Pourquoi est-ce que vous devez vous poser cette question? D'accord? Par exemple, quand il vous pose la question, comment évaluer l'entreprise si j'étais son CEO? D'accord? Il vous donne également les éléments pour répondre à cette question. Ce n'est pas une vidéo par rapport à ce questionnement-ci, mais ce sont des questions auxquelles vous devez répondre. Quand on fait, par exemple, un top 5 ou top 10 ou top 40, comme vous voulez. OK? Je retourne maintenant sur mon top. D'accord? Ça, c'était juste une parenthèse, comme d'habitude. Donc, on revient ici. OK? La première entreprise, c'est Essilor Luxottica. Et je vous ai dit pourquoi. Vous pouvez aller voir la vidéo ici. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez retrouver la vidéo en tapant Essilor Top Invest. OK? La deuxième entreprise ici, c'est LVMH. LVMH, on en a longuement parlé. Et je pense que, voilà, la valorisation est aux alentours de 850, 900 euros par là. Et maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'aller creuser ici l'entreprise par rapport aux basics ici dont on a parlé, voir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce qu'en achetant l'entreprise au prix actuel, vous avez au moins la garantie de protection de vos capitales? Attention, c'est facile de dire oui. Mais il faut répondre oui, pourquoi? D'accord? C'est ça qui est important. Et c'est le travail que vous devez faire. OK? Ça, c'est la deuxième entreprise, c'est LVMH. OK? La vidéo la plus récente d'LVMH, c'est celle-ci. On avait regardé les résultats du second semestre les résultats étaient juste extraordinaires. Comme d'habitude, ça commence avec une habitude pour LVMH, mais ne dormez pas sur vos lauriers. Comme je vous l'ai dit souvent, il faut essayer de voir d'où peut provenir le danger. Présentement, en Chine, on essaie de voir à peu près comment est-ce qu'on va se comporter. Même si LVMH, c'est LVMH, mais qu'est-ce qui fait d'LVMH une entreprise de qualité? C'est la question à laquelle vous devez répondre. Donc, ensuite, LVMH, c'est la deuxième entreprise. Ensuite, ici, comme troisième entreprise, j'ai Sofina. Sofina, ici, c'est une compagnie belge, une compagnie d'investissement belge. Et j'ai aimé ce que j'ai vu sur Sofina. D'accord? Sur Sofina, ici, la façon dont vous allez l'évaluer, c'est par rapport au net asset value. Mais la question que vous devez vous poser par rapport à Sofina, c'est si le management est de qualité. Parce que ça dépend des skills du management maintenant. Parce que ce sont des gens qui sont chargés d'investir de l'argent dans différentes X ou Y compagnies. Et ils ont une vision à long terme. Moi, quand je regarde le portfolio de Sofina, il y a certaines entreprises que moi, j'aime. Quand je regarde ce portfolio, je me dis, comment est-ce que ces gens-là ont eu la présence d'esprit de faire des investissements dans ce genre de compagnie-là?
D'accord? Donc, ça veut dire qu'ils ont une vision à long terme. Qui dirige cette entreprise? Est-ce que c'est une famille? Quelle est leur vision stratégique à long terme? Comment est-ce qu'ils se rémunèrent? Comment est-ce qu'ils font de l'argent? Par exemple, quand je vais au niveau de investissement ici, vous pouvez voir notre stratégie, les 3 piliers de nos investissements ici, nos secteurs cibles. Après, vous pouvez également voir les différentes entreprises qu'ils ont, ce genre de choses. Donc, on peut mettre historique ici. À la fin de la journée, creuser sur cette entreprise. Il y a beaucoup de choses à comprendre à l'intérieur. Vite, bon, pour ceux qui connaissent, c'est à peu près ce qu'on appelle généralement les venture capitalistes. Vous savez que c'est l'un des fonds les plus sélects dans ce domaine-là, d'accord? Donc, si Sofina investit à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a un certain avantage à le faire, d'accord? Donc, n'hésitez pas à aller regarder ici. Donc, on avait étudié l'entreprise ici par rapport à son net asset value et on a vu que ce net asset value-là évolue avec le temps. Quand je prends ici Sofina, par exemple, c'est comme ça qu'il faut l'évaluer. Maintenant, il se posait la question, le net asset value en question, est-ce qu'il est durable? Donc ici, je mets Sofina. Est-ce que ça me donne ici Sofina? Alors, Sofina, je vais juste aller retrouver Sofina, société anonyme. Ça s'appelle Alors. Mon Dieu. Alors, j'aime bien dire alors moi également. Donc, à la fin de la journée, ce serait une bonne compagnie pour moi. Alors, quand vous allez... Je dis alors, encore une fois. Donc, une fois que vous allez arriver sur cette vidéo, enfin sur les rapports financiers de Sofina, vous allez regarder l'évolution du tangible book value par action et vous allez vous rendre compte que les tangible book value par action augmentent année après année. Ok, donc ces fonds propres augmentent année après année. Et vous, en tant qu'investisseur, vous essayez d'acheter cette compagnie-ci pour un prix inférieur à la valeur de ses actifs tangibles par action, tout en vérifiant que les actifs tangibles par action ont la capacité de pouvoir continuer. Les actifs tangibles par action sont capables de continuer à croître. Et pour répondre à cette question, il faut absolument voir si le management est compétent. Et ça, c'est très subjectif. Ici, le management, à première vue, il peut être compétent par rapport à ce qu'il a fait dans le passé. Mais est-ce qu'il y a de grandes chances que ça puisse être reproduit dans le futur? Il faut regarder, voilà. Il n'y a pas de choix que de lire et d'essayer de répondre à oui ou par non. Si c'est oui, pourquoi? Non, pourquoi? Ok, donc on va juste par rapport... Bon, là, ça prend un peu trop de temps ici pour que ça apparaisse. Donc, on va passer à autre chose. Donc, allez-y, regardez ici Sofina. C'est une excellente entreprise également qui pourrait rester intéressante au prix actuel. Vous savez que je ne parle pas de dividendes ici. Pas parce que le dividende n'est pas important, mais parce que je pense que c'est un détail. Et les entreprises que je cite, que je présente ici aujourd'hui, ont la capacité de pouvoir payer un dividende. Donc, la façon dont vous allez souvent retourner le dividende, c'est en regardant, par exemple, le earning yield, donc le free cash flow yield, par exemple. C'est-à-dire que si j'achète l'entreprise ici aujourd'hui et qu'elle me reverse la totalité de ses bénéfices nets ou de ses free cash flow, quel est le rendement que j'aurai? D'accord? Quel est le rendement espéré? D'accord? C'est un peu comme ça que vous devez voir les choses. Et à partir de là, vous regardez, est-ce que le dividende payé en date d'aujourd'hui est un dividende qui est durable dans le temps? Par exemple, si je reçois à peu près en moyenne 100 millions d'euros et que je paye un dividende de 95 millions d'euros chaque année, il y a très peu de chances que ce dividende-là soit de plus en plus croissant. Mais pourtant, si j'ai 100 millions d'euros ici, une capitalisation boursière de 1 milliard, j'ai un free cash flow yield ici à peu près de 10%. C'est-à-dire que si l'entreprise me reverse tous les 100% de free cash flow ici, j'aurai un rendement de 10%. Et si je paye un dividende ici représentant à peu près 10 millions d'euros sur les 100 millions d'euros, le rendement est juste de 1%. Quand quelqu'un va voir ça, il va se dire oui, mais le rendement n'est pas énorme. Oui, le rendement n'est pas énorme. Mais dis-toi qu'actuellement, c'est une entreprise qui a les capacités de te donner 10%. Mais vu qu'elle elle pense qu'elle peut utiliser mieux cet argent-là ailleurs, elle te reverse d'abord 1% ici. Et ce 1%-là est en croissance année après année. Donc, par rapport au prix actuel, ça représente 1%. Mais ce revenu-là a tendance à croître. Enfin, pas ce revenu-là. Mais ce dividende-là a tendance à croître année après année. Et il ne pourra pas aller au-delà du bénéfice net par action ou bien des free cash flow yield par action. Ou bien des free cash flow par action. Vous voyez ici, par exemple, que le tangible book value est aux alentours de $337. OK? Et en date d'aujourd'hui, Sofina cote à $207 l'action. Et si vous regardez la moyenne, cette entreprise s'échange généralement à un price to tangible book value aux alentours de 0,8, donc de 80%. D'accord? C'est-à-dire que si vous prenez 80% ici de 337 millions ici, 337 euros ici, donc 337, multiplié par 0,8 ici. D'accord? Je vais juste le baisser. On va faire ça ici. Multiplié par 0,8 ici, ça vous donne combien? $270 l'action, 270 euros l'action. OK? Donc, c'est-à-dire qu'au prix actuel, l'entreprise est sous-évaluée. D'accord, par rapport aux actifs tangibles par action. Mais la question à laquelle il faut répondre maintenant, est-ce que ces actifs tangibles par action vont continuer à croître? Et pourquoi est-ce qu'on a eu une croissance dans le passé? Ici, on peut voir que la ligne en bleu est de plus en plus soutenue. La croissance est de plus en plus soutenue avec le temps. Donc, il y a de grandes chances que ce soit le cas dans le futur. Mais notre analyse fondamentale ne se limite pas là. Ça, c'est une analyse quantitative. Maintenant, on va essayer de savoir comment est-ce qu'elle fait de l'argent.
Parce que en sachant comment est-ce qu'elle fait de l'argent, on va savoir comment est-ce que ce tangible book value, comment est-ce qu'il arrive à croître année après année. D'accord? C'est la question à laquelle on doit répondre. Donc, ça c'est pour Sofina. Maintenant, la quatrième entreprise ici, c'est Colruyt. Donc, je ne sais pas si je le prononce bien, Colruyt. En plus, on m'avait dit qu'à peu près comment est-ce qu'on le prononce. C'est un peu comme Chevreuil, Colruyt. Je pense bien, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un distributeur aux États-Unis, un peu pas aux États-Unis, en Belgique. Un peu comme, je pense que si je ne me trompe pas, ça devait être une compagnie de vente au détail, un peu une grande surface par là. Donc, on va aller voir le overview ici pour voir à peu près au niveau de la description, qu'est-ce que l'entreprise fait. Donc, on voit ici Consumer Staple, Food and Staple Retailing. Donc, ils vendent, c'est essentiellement la vente au détail un peu comme un supermarché, quoi. Donc, Colruyt ici, vente au détail, wholesale, food service and other activity in Belgium. Donc, ils ont d'autres activités également ici. Allez-y, regardez c'est quoi les autres activités, d'accord? Je vois ici qu'on a de compagnie opérée CNG en Hydrogen Filling Station. Donc, on est, je ne sais pas, ils ont également des stations d'hydrogène ou bien d'essence également. Il faut aller voir ça ici. Donc, Colruyt ici, j'avais bien aimé les résultats de cette entreprise ici. D'accord? Au point où je m'étais dit, peut-être que ça représente une opportunité d'investissement au prix actuel. Donc, je ne pourrais pas vous dire à peu près quelle est l'opportunité, combien est-ce que cette entreprise-là valait par rapport à mon analyse ici. Mais on peut faire ceci. D'accord? Parce que c'était une analyse couplée. J'avais étudié Colruyt et Ipsos. Donc, quand vous allez taper Colruyt et Top Invest, vous allez tomber sur cette vidéo aussi, Top Dividende, PEA de Colruyt et de Ipsos. Vous pouvez aller voir à peu près quelle était la valorisation à cette période-là, mais de toutes les façons, vous allez approfondir cela avec une analyse quantitative selon le modèle ici dans le livre de Michael Chern. D'accord? Après, vous pouvez le faire tourner à votre sauce également. OK? Après, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo en profondeur par rapport à cette checklist-ci et si vous voulez qu'on la traduise en français. Et pour ceux qui veulent la checklist ici, je pourrais vous l'envoyer sur le Discord de la chaîne ici. D'accord? Donc, après, également, vous pouvez acheter le livre de vous-même. OK? Donc, on revient ici. Donc, Colruyt, c'est la quatrième entreprise. Et la dernière des dernières, c'est Prosus. Alors, Prosus, on aime bien Prosus ici. Notamment, il y a un de mes abonnés, je pense qu'il n'a que du Prosus en portefeuille. Actuellement, en écoutant cette vidéo, il doit bien dormir sur ses deux oreilles en date d'aujourd'hui. Donc, Prosus est plus connu ici pour avoir fait un investissement très, très lucratif sur la compagnie Tencent. Et eux, ils détiennent réellement des actions de Tencent. Ce n'est pas des actions cotées à New York, non. C'est des véritables actions de Tencent. Ils ont acheté Tencent. Tencent n'était même pas encore coté en bourse. C'est une compagnie sud-africaine. D'accord, vous allez voir ici que les actifs de Tencent valent à peu près 109 milliards en portefeuille ici aujourd'hui. Et l'actif global de cette compagnie, c'est à peu près aux alentours de 146 milliards. Donc ça, c'est l'actif réévalué. C'est-à-dire que quand le prix de Tencent diminue, le prix de l'entreprise également, les actifs vont également diminuer, donc ça fluctue avec les actifs de Tencent. Mais également, ils ont un segment entreprise cotée en bourse, dont vous avez Delivery Hero, Trip.com, Remitly, Skillsoft, Udemy, que j'aime bien également, SimilarWeb, DoorDash, Sync, Silvergate et Bakkt. Je ne sais pas c'est quoi tout ça. Dans tous les cas de figure, ils ont des entreprises cotées également ici. Donc, c'est-à-dire que le prix, la valeur du portefeuille fluctue également, mais la valeur de son portefeuille ici est trop adossée à Tencent. Donc, c'est-à-dire que les gens évaluent cette entreprise par rapport aux actifs de Tencent. Les actifs de Tencent valent énormément. Tencent, c'est un mastodonte qui fait tellement de choses qu'il serait difficile de pouvoir décrire Tencent comme une compagnie qui fait essentiellement dans des jeux vidéo ou des choses comme ça. Bon, déjà que ce n'est pas trop ça déjà comme description. Donc, attention. Donc, Tencent, c'est un mastodonte. Donc ici, vous savez que les actions de Tencent ici ont chuté par rapport à ce que le gouvernement chinois a décidé un peu de casser un peu le dos, voilà, de la pleine puissance des compagnies, des tech chinoises. Mais est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. Soit à la fin de la journée, beaucoup essaient de récupérer leur bille ici. Donc ici, vous voyez Tencent et dites-vous que cette entreprise qu'on appelle, ici Prosus a acheté ses actions pour moins que ça. D'accord, donc leur rendement ici sur coût d'acquisition est tellement élevé que voilà, ils peuvent se permettre de vendre du Tencent tous les jours ici, ça n'impactera en rien du tout. Donc c'est pas parce vous ici, si vous avez acheté Tencent à ce niveau, si vous êtes en train de perdre de l'argent, eux ils gagnent de l'argent parce qu'ils ont acheté Tencent à un niveau tellement bas qu'il se serait insultant de prononcer cela. D'accord, c'est une belle entreprise. Mais en investissant sur Tencent, dites-vous que vous investissez également sur d'autres éléments. Il y a les éléments ici qu'ils appellent Classify. Ils sont également très investis dans la fintech, notamment en Inde. Et la fintech ici, c'est un segment qui est en train d'exploser. Donc, c'est un pari pour l'avenir. Donc, à la fin de la journée, ça pourrait fonctionner comme pas du tout. Mais vu l'historique un peu
voilà, vu un peu l'historique de performance de cette compagnie-ci, on peut se dire qu'ils ont assez de connaissances dans le secteur. Regardez ici, par exemple, j'entends souvent les gens parler de Bucks comme étant un broker, etc. Ils possèdent Bucks. Donc, si vous n'êtes pas client chez Bucks, vous venez acheter les actions de Tencent ici et vous serez actionnaire dans Bucks. Voilà, simple. OK? So, je ne fais pas de pub de ce broker-là. Déjà, je ne fais jamais la pub d'un quelconque broker à la fin de la journée parce que je n'ai pas de commission d'affilié et je n'en veux pas du tout à la fin de la journée parce que je ne l'utilise pas, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Et je ne pense pas que ce soit une démarche assez correcte pour moi d'aller juste prendre un affilié, voilà, comment on appelle ça? Aller juste négocier un contrat d'affilié parce que je veux me faire de l'argent dessus. Notamment, je ne sais pas ceux qui sont sur Trade Republic ici aujourd'hui, ça se passe bien pour eux, mais j'ai parfois des retours assez négatifs sur Trade Republic et vous avez vu que Trade Republic il y a énormément de promotions au niveau des influenceurs par rapport à cette plateforme-là. Donc, je ne fais pas la promotion d'une quelconque plateforme parce que je ne l'utilise juste pas du tout. Et je ne sais pas à quoi ça ressemble et je ne critique juste pas, mais à la fin de la journée, si on vous propose une plateforme d'échange, privilégiez généralement ceux qui sont là depuis la nuit des temps. Par exemple, Interactive Broker, c'est un excellent broker. OK? C'est un peu compliqué, il ne fait pas la même chose, c'est pas attirant un peu comme c'est pas assez ludique comme Trade Republic, mais au moins vous savez ce que vous payez. OK? So, à la fin de la journée ici, vous avez Bucks. Bon, c'est Bucks, je la connais à peu près parce que je vois à peu près parfois la pub sur certaines vidéos ici. Mais également, vous avez Code Academy. Vous avez, pour ceux que moi je connais, hein, parce qu'ici, je ne connais pas tout. So, ici, vous avez PaySense, vous avez PayU, vous avez Remitly, vous avez SimilarWeb, vous avez ce genre de choses-là. Donc, ils sont investis dans autre chose que Tencent. Donc, en achetant l'entreprise ici aujourd'hui, vous l'achetez avec la valorisation de Tencent. Donc, c'est évalué comme si l'entreprise ne possédait que du Tencent. Et dites-vous que par rapport à tous ces paris ici, si ces paris-là fonctionnent, boum, vous pouvez faire de l'argent. Votre capital peut augmenter très très rapidement. En date d'aujourd'hui, selon le dernier net asset value, cette entreprise-ci devrait s'échanger aux alentours de $100 l'action. Donc ça fluctue également avec le temps. Donc net asset value, vous allez également donner une décote par rapport à ça, donc aux alentours de 80% ici. Donc on va se dire que l'entreprise pourrait valoir aux alentours de $80 l'action. OK? En date d'aujourd'hui, si on prend une décote de 80% par rapport au net asset value qui pourrait fluctuer également dans le temps à la hausse comme à la baisse. L'essentiel maintenant, c'est de regarder si le portfolio est qualitatif. OK? Ça, c'est pour Prosus. Et Prosus, ici, c'est la dernière entreprise dont on va parler. Donc, voilà mon top 5. Essilor, LVMH, d'accord, Sofina, Colruyt et Prosus. Donc, ça ne veut pas dire qu'après la vidéo, on achète les entreprises. Non, ça veut dire qu'après la vidéo, je prends ma checklist, je pose la question, qu'est-ce que l'entreprise fait? Est-ce que j'ai envie de passer du temps à apprendre plus sur cette compagnie-ci? Si j'avais été le PDG, comment est-ce que j'aurais fait pour évaluer cette compagnie-ci? Comment est-ce que l'entreprise fait de l'argent? Ou dans quelle est la géographie d'opération des activités de cette entreprise-ci? Voilà les questions que vous devez vous poser et ce n'est pas que ça. Ici, vous avez par exemple Understanding the business, the basis, understanding the business from the customer perspective. Donc, ce qui est souvent difficile, c'est de comprendre le business du point de vue du consommateur. Parce que parfois, par exemple, c'est le problème que j'ai eu avec une entreprise comme Salesforce. Je ne suis pas consommateur de Salesforce, donc je n'arrive pas à identifier la puissance de Salesforce. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé des vidéos YouTube. J'ai également posé la question aux gens qui utilisent Salesforce pour demander, mais écoute, Salesforce aujourd'hui, quelle est la problématique à laquelle elle répond dans ton travail? Et par rapport à cette problématique-là, est-ce que tu serais capable d'utiliser une autre plateforme? Est-ce que tu pourrais t'habituer rapidement? Et la réponse qui revient souvent, c'est qu'une fois que je commence à utiliser la plateforme, c'est additif. Je n'ai pas l'envie ni le besoin de changer pour autre chose parce que ça répond à mes questions, ça répond à mon travail et bien plus que ça. Mais moi, je n'utilise pas Salesforce, je ne peux pas savoir à quoi ça ressemble. C'est un peu comme je n'utilise pas, par exemple, le logiciel de SAP. Je ne peux pas savoir à quoi ça ressemble. Donc, je pose la question à ceux qui utilisent ce logiciel afin de me faire une idée générale. Le but n'est pas d'avoir 100% des réponses, mais d'avoir une connaissance assez générale de la compagnie afin de ne pas être surpris par X ou Y. Comme je le disais souvent, d'accord? Quand quelqu'un sait qu'il est en danger, il n'est plus en danger. Mais quand vous ne savez pas que vous êtes en danger, c'est là où vous êtes en danger. Bon, voilà, j'aime souvent répéter ça ces 2 derniers jours aussi. C'est le coach du Cameroun qui l'a raconté quand on a gagné le match, avant le match contre l'Algérie. Pour ceux qui suivent le football, on va en Coupe du Monde. So, les Algériens, excusez-moi pour le match, mais c'était un beau match quand même. Je sais qu'il y a eu une polémique après, mais à la fin de la journée, on reste en famille. C'est que le football et voilà, les émotions, c'est ça, mais on s'aime toujours. D'accord? C'est l'Afrique qui gagne à la fin de la journée. Même si vous pensez qu'on va aller en Coupe du Monde pour distribuer des points. Moi, je pense qu'on peut back le Brésil, hein.
Il n'est pas interdit de rêver. De toutes les façons, la Grèce a bien, je pense que c'est la Grèce, c'est bien ça. Ils ont gagné l'euro, je pense, je me rappelle plus de quel euro, l'euro 2004 ou 2006, je ne sais même pas. Donc, ils ont gagné l'euro en faisant des matchs 1-0, 1-0, 2-0. La Zambie a gagné la Coupe d'Afrique. La Zambie a gagné la Coupe d'Afrique contre la Côte d'Ivoire, la grande Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Bon, ça c'était un peu pour bifurquer ailleurs. Juste pour vous dire que à la fin de la journée, ça reste ici bon enfant et j'espère que voilà. N'oubliez pas, pour les tops, maintenant, on va aller sur la seconde chaîne qu'on appelle Top de Top Invest. Donc, abonnez-vous massivement si vous voulez. Et si vous ne voulez pas également, ne vous abonnez pas. De toutes les façons, le top sera publié sur cette chaîne-ci et également sera publié sur la chaîne de Top Invest. Et n'hésitez pas à vous moquer de la vidéo ici d'il y a 7 ans. J'ai pas eu beaucoup de commentaires ni de likes dessus. Et après, bon, on s'en fout également. Mais à la fin de la journée, le son, ce n'est pas trop ça. Ça sera juste pour vous montrer ma tête à la fin ici. Et que voilà, on s'intéresse à la bourse depuis plusieurs années et on essaye de grandir, d'avancer. Parce que je pense que le mindset que j'avais il y a 7 ans est totalement différent de celui que j'ai ici aujourd'hui. Donc, vous constatez que il y a 7 ans, je faisais quand même l'effort d'aller chercher un tout petit peu, même si j'étais un peu, voilà, je croyais à peu près tout ce que le management me racontait. Donc, mais c'est une partie très importante parce que ça me permet aujourd'hui, par exemple, sur OI ici, le management est déterminant parfois pour ma décision d'investissement. Si je n'aime pas le management, je n'y vais pas du tout. Je m'en fous de savoir ce que vous faites. Moi, si je n'aime pas le management, je n'y vais pas parce que je sais qu'un management de merde peut détruire tout un investissement, même si c'est LVMH. Faites attention à ça. On va se limiter là, comme d'habitude, je parle trop. Et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner massivement sur Top de Top Invest où on va poster uniquement des tops PEA, CTO, mais uniquement des entreprises qui me plaisent au prix actuel et qui pourraient peut-être représenter une opportunité d'investissement sous la condition que le qualitatif de l'entreprise vous plaise. Merci.